Merci de nous être fidèles, Madame, Messieurs, c'est l'heure de décortiquer l'actualité de la semaine dans votre magazine Info 7 avec le député national Belly Mampa. Il est donc élu de Kassangoulou. Nous sommes dans la province du Congo central. International chargé de l'ECOFIN au parti cher à Jean-Claude Wemba, le MPC, Mouvement du Peuple Congolais. Mais comme je le disais tantôt, il est député national et là, il est rapporteur adjoint du groupe parlementaire AMK et Alliés. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame la journaliste. Vous allez bien? Oui, je me porte bien. Et comment se porte votre province, le Congo central? La province du Congo central se porte très bien et comme mon territoire de Kassangoulou. Je rappelle aux dames et messieurs qui sont en train de nous suivre maintenant que vous aviez déposé à l'Assemblée nationale une loi sur la cybercriminalité. C'est ça, non? Effectivement. Et où en êtes-vous avec cette loi? Bon, cette loi a été déposée sous le bureau de madame Janine Mabunda. Et comme vous le savez, que ce bureau s'est caractérisé par les rejets des initiatives parlementaires. Et depuis l'avènement du bureau du président Simon Bosso, nous avons actualisé et sûrement dans les jours à venir cette proposition de loi que nous trouvons jusque-là vraiment intéressante pour la RDC parce que jusqu'à ce jour, nous ne cessons de le dire que notre code pénal congolais n'est pas adapté pour sanctionner les crimes liés à la technologie de l'information et de la communication. Et cette loi est une bonne chose pour réglementer ces secteurs. Vous parlez de cette loi et vous venez de le dire que c'est une bonne chose pour réglementer ces secteurs en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le Congolais peut vraiment retenir de cette loi? Mais nous assistons à ce que nous appelons les crimes liés à la technologie de l'information et de la communication dans la cybercriminalité. Il faut voir les personnes qui sont touchées par ces crimes. Dernièrement, nous avons tous suivi les photos et les sons audio qui sont collés à des personnalités politiques, mais qui ne sont pas les leurs. Tout ça, c'est les domaines qui sera réglementé avec cette proposition de loi pour essayer de sanctionner et de décourager tous ceux qui ternissent l'image de certaines personnalités, tant politiques que des autres secteurs, avec la cybercriminalité. Et comment comptez-vous sécuriser les Congolais par cette loi? Parce que c'est bien l'objectif même de la loi, non? Oui. Et comment comptez-vous sécuriser? Qu'est-ce que vous avez proposé comme éléments qui pourront sécuriser désormais les Congolais? Dans un premier temps, nous avons les sanctions. Et les sanctions seront payées à travers les amendes transactionnelles qui sont déterminées par différentes catégories et par rapport à l'infraction commise. Donc c'est tout le monde qui sera sécurisé, pas seulement les personnalités politiques, même les citoyens congolais. Voilà, madame, messieurs, prenons à présent le premier dossier. Ce dossier qui revient sur les nouvelles mesures prises dans la capitale de la République démocratique du Congo pour lutter contre la Covid-19. Et là, il s'agit bien de l'arrêté du gouverneur Jean-Tini Ngobila, mais également, nous allons revenir sur la tracasserie policière dans la capitale congolaise. Lutte contre la Covid-19 à Kinshasa, le gouverneur de la ville renforce les mesures barrières par des amendes. Dans son arrêté pris le lundi 21 juin dernier, l'autorité urbaine interdit la vente sur la voie publique, le rassemblement ou manifestation de plus de 20 personnes, aussi bien sur le lieu public que privé clos. L'organisation des deuils et veillées mortuaires dans les salles, funérariums ou en famille est aussi interdite. L'arrêté indique également que le nombre d'accompagnateurs des dépouilles mortelles vers les cimetières ne doit pas dépasser 50 personnes. Quant au transport public, seuls 50% de la capacité d'accueil seront tolérés. Le mototaxi ne sont autorisés qu'à transporter un seul passager. À ce sujet, l'autorité urbaine a déterminé des amendes à coller à tout contrevenant aux mesures prises.
Pour défaut de port du masque, l'amende est de 10 000 francs congolais. Le non-respect au couvre-feu, 50 000 francs congolais. Le taxi-moto n'ayant pas respecté la mesure d'un seul passager doit payer 20 000 francs congolais. Les transports publics dépassant 50% des capacités d'accueil et avec passagers debout, l'amende est de 100 000 francs congolais. Ouverture des terrasses, bars et lounge-bars, 10 000 francs congolais pour les clients et de 100 000 francs à 1 million de francs congolais pour les propriétaires. Et pour ceux qui organiseront de deuil et veillées mortuaires, l'amende est fixée à 500 000 francs congolais. Ça s'apparente à une destruction méchante. La démolition de la station-service en construction dans la parcelle de terre située entre le croisement de l'avenue Kamanyola et le boulevard Lumumba au quartier Banounou dans la commune de Matete. Ce mardi 22 juin 2021, le ministre provincial Tegue Lito, assurant l'intérim du ministre Lekassam de l'Intérieur, accompagné du vice-bourgmestre de Matete, a procédé à la destruction de cette station-service en construction alors que de l'avis des témoins rencontrés sur le lieu, son propriétaire aurait tous les documents nécessaires. Sans préavis ni toute autre information, cette agence s'est dit surpris par la décision du ministre Tegue Lito, car cela fait 3 ans que M. Christian Mwamba construit sur ces lieux. Même époque à Kabila, à Kimbuta, époque à Fachi. Et ça implique pour un bébé, nous nous basons ça, on a mon accompagné. Ça déjà. Ça n'a pas si. N'habitez pas le vice intérêt au boucan, na vice bourgmestre. Et ma tête, nos documents y étaient. Mais au boucan, batol. La station ça la maté par rapport à quoi tu habites. Ça on ça là. Tout le chômage est diminué. Tout ça la ni personne. Place oyo. Jamais Rose à la batonga pendant 3 ans président de la République à l'Ekaka. Tous nos efforts pour joindre le service du ministre Tegue Lito et le vice-bourgmestre de Matete sont restés sans succès. C'est devenu insupportable la tracasserie policière à Kinshasa. La scène se passe au croisement des avenues Bokassa-Kabamba. Des policiers de circulation routière s'en prennent à un chauffeur de bus pour une seule cause, refus par ce chauffeur de payer la ration de 3 000 francs, pourtant son véhicule n'était pas en service. Ces PCR ont troué même le pneu du véhicule en déshabillant aussi le chauffeur, comme vous pouvez le voir sur cette image. Avec le durcissement des mesures contre le Covid-19, l'avenir s'annonce très malheureux pour le citoyen, car des policiers n'ont respect ni de loi, ni de la dignité humaine. Au chef de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo, de prendre des dispositions pour éviter que pareille situation ne se reproduise à l'avenir. Comment trouvez-vous les nouvelles mesures prises dans la capitale de la République démocratique du Congo pour lutter contre la Covid-19? Je pense que cette 3e vague de Covid est dangereuse. Nous trouvons toutes les variantes ici en RDC, la variante sud-africaine, indienne, britannique et j'en passe. Il faut des mesures, certes, mais pour notre gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Ngobila, je pense qu'il lui a manqué beaucoup de choses. Il fallait tenir compte de ce que nous appelons les analyses froides avant de prendre cette mesure. Tu sais, la fois dernière, si on avait pu réussir avec la mesure de réduire le nombre de passagers dans les taxis, c'est parce qu'il y avait confinement de la commune de la Gombe.
Mais ces mesures annoncées dernièrement, sans confinement, ne pouvaient pas tenir. Mais il y a eu rétro-pédalage juste après. En ce qui concerne la mesure qui frappait le transport en commun. Oui, on peut toujours bien faire quand on revient à la mesure. Mais tout ce que nous demandons, c'est en amont, avant de prendre la décision, tenir compte de tous ces paramètres, analyser calmement avant de sortir la décision. Sortir et revenir en tant que politique, je ne trouve pas mieux. Mais il y a également des amendes. Désormais, pour le port de cache-nez, on passe de 5 000 à 10 000 francs congolais. Pour la violation du couvre-feu, 50 000 francs congolais. D'ailleurs, hier, déjà à 22 h, les rues de Kinshasa étaient presque vides. Vous ne trouvez pas que ces autres mesures sont quand même importantes pour lutter contre la Covid? Par rapport à la maladie, cette mesure est importante. Il faut toujours sanctionner. Mais ce que nous ne cesserons de dénoncer, c'est la traçabilité par rapport aux amendes qui sont payées par la population. Est-ce cet argent entre dans les poches des policiers ou entre dans les caisses de l'État? Désormais, c'est la DGRK qui va percevoir ces frais. La DGRK, c'est la DGRK qui va percevoir ces frais, et il y a des agents de la DGRK dans tous les SIAT de la police à travers la ville de Kinshasa. C'est ça aussi la question. Parce que la DGRK ne se trouve pas dans tous les SIAT. Et la nuit, à 22 h, dernièrement on m'appelait qu'il y avait une dame qui est bonne d'un collègue député, qui était arrêtée au niveau de Mbanzalemba, 22 h, 23 h. Et on exigeait 10 000, 15 000, 20 000. La nuit, est-ce qu'il y a encore des agents de la DGRK sur place dans les SIAT? Je pense qu'il faut encore beaucoup réfléchir par rapport à ces amendes transactionnelles, revenir peut-être à la mesure qui était annoncée avant, qu'une fois on vous trouve après 22 h, vous passez la nuit dans les SIAT et le matin on vous libère. Là peut-être ça serait une bonne chose. Une question que plusieurs Congolais se posent, est-ce que la Covid-19 ne circule que la nuit? Vous savez, dans les domaines de la santé, il ne faut pas beaucoup philosopher. Quand la maladie arrive et part, on ne connaît pas. Ça peut arriver la journée, à midi ou le soir. Mais il faut toujours se protéger. Pourquoi garder le couvre-feu jusqu'à ce jour, alors que vous venez de le dire maintenant là, que quand la maladie peut arriver le matin, à midi, comme le soir? Mais les couvre-feux, c'est aussi une tactique utilisée par rapport à la sécurité de la ville-province de Kinshasa. Pas seulement la ville-province, mais toutes les autres provinces. Il y a beaucoup de choses qui se font la nuit. Et depuis cette mesure, nous assistons à une certaine accalmie par rapport aux assassinats, aux vols nocturnes et autres abus de malfaiteurs. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, nous devrions continuer avec cette mesure de couvre-feu et selon les formats d'annuler les amendes transactionnelles qu'on demande à la population qui manque déjà de quoi à manger, et ajouter ces amendes de 10 000, 5 000 par rapport à son pouvoir d'achat. Je trouve que c'est une mesure impopulaire. Vous trouvez que c'est une mesure impopulaire, mais en ce qui concerne le cache-nez, vous ne pensez pas qu'il faut aussi être dur? Oui, effectivement, moi je parle des amendes transactionnelles. Mais les gestes barrières, c'est laver les mains, le port des masques, le respect de la distanciation et autres, ça doit être au quotidien. Ça doit être notre nourriture de tous les jours. Nous tous, nous sommes exposés à cette maladie. Et personne ne peut ignorer aujourd'hui les mesures barrières pour avoir une bonne santé par rapport à cette maladie qui tue gravement alors. Le vaccin contre la Covid-19 déjà disponible en République démocratique du Congo. Le député national Belly Mampa s'est déjà fait vacciner. Je ne suis pas fait vacciner, ça ne m'intéresse pas jusque-là. Je respecte les gestes barrières, mais le vaccin... Le vaccin ne vous intéresse pas? Ne m'intéresse pas, je dois être sincère que je respecte les gestes barrières, mais le vaccin ne m'intéresse pas. Et qu'est-ce que vous allez dire à votre base? Si votre base vous posez la question de savoir, est-ce qu'elle doit se faire vacciner? Ça dépend de tout un chacun. Ma vision des faits, je respecte les gestes barrières, les ports du cache-nez et la distanciation, mais par rapport
à ce que nous appelons vaccin, ça dépend de tout un chacun. Celui qui estime que pour se protéger, il doit se faire vacciner, libre à lui. Mais à mon niveau, à ce jour, ça ne m'intéresse pas. Le vaccin contre la Covid-19 n'intéresse pas le député national Bélimampa. Un autre dossier, vous avez suivi, tracasserie policière dans la capitale de la République démocratique du Congo, siège des institutions du pays. La population congolaise s'inquiète du silence des élus nationaux face à cette tracasserie. La population est toujours face aux tracasseries et silence radio à l'Assemblée nationale. Madame la journaliste, tu sais qu'on doit effectivement assainir la ville de Kinshasa. Assainir la ville de Kinshasa. Oui, il y a des constructions anarchiques avec les images que je viens de suivre ici. Et aussi les tracasseries policières avec le policier de la PCR. J'ai vu qu'il traquait un chauffeur jusqu'à le rendre, à le déshabiller. Je pense que c'est inhumain. Tout ce que nous pouvons demander en tant que législateurs et élus du peuple, les auteurs, les policiers qui se voient bien à travers ces images doivent être interpellés et sanctionnés. C'est inacceptable, même si on doit mesurer le degré de la faute, pas jusqu'à déshabiller une personne adulte en plein jour. On sait que lorsque vous êtes député national, la police est un peu clémente face à vous, mais la population, elle se voit être délaissée, abandonnée à son triste sort. Et de ce côté, pourquoi la question concerne les tracasseries policières dans la capitale de la République démocratique du Congo ne vous intéresse pas alors que vous êtes là, vous êtes la représentation nationale? C'est peut-être l'avis de la journaliste. Pas l'avis de la journaliste, mais c'est ce qui se passe au quotidien. Parce qu'il y a des Kinois, de Congolais, de Kinshasa qui sont chaque jour face aux tracasseries policières et ils se disent abandonnés. Pas l'avis de la journaliste, mais de la population. Je contrôle bien mes mots. Je suis de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Et toutes les 2 années passées dans cette commission, nous ne cessions d'interpeller les généraux de l'armée, de la police pour cette question. Et nous avons effectué des missions jusqu'au niveau des provinces pour dénoncer et décourager les policiers qui utilisent cette pratique. Le comportement n'est pas découragé. Ça c'est vrai, il faut encore un effort pour arriver au résultat attendu et on ne va pas croiser les bras, on va continuer jusqu'à réduire cette pratique. Et pour le cas que nous venons de suivre, qu'est-ce que vous allez faire? Au-delà de dénoncer ici, vous, en tant que, vous aviez dit, vous êtes dans une commission de défense, vous venez de voir ces images, à votre niveau, qu'est-ce que vous allez faire? En tant que commission défense et sécurité, je ne suis pas au niveau du bureau. La chose à faire, c'est demander d'abord au président de la commission d'interpeller les responsables hiérarchiques de ces policiers que nous avons vus en image pour qu'ils puissent subir la meilleure sanction. Et ils serviront des modèles aux autres pour qu'ils ne puissent plus continuer avec cette pratique. Monsieur Christian Mwamba, un Congolais de son état, un homme d'affaires qui vient accompagner justement la vision du président de la République en luttant contre le chômage. Il y a déjà de cela 3 ans qu'il a commencé à ériger une station. Nous sommes à Matete, vous avez suivi. Mais subitement, un bon matin, il voit sa station être démolie. En regardant ces images, on peut bien dire que cette station respecte quand même les normes qui sont exigées. Mais face à ce comportement, dès lors que nous voyons qu'il y a plusieurs stations dans la capitale congolaise qui ne respectent pas les normes exigées, est-ce que nous pouvons parler d'un acharnement alors que le monsieur veut lutter contre le chômage? Et surtout qu'il n'y a eu même pas des préavis, des avertissements. Vous êtes député national. J'ai suivi dernièrement un député provincial, maître Peter Kazadi, qui s'acharnait contre la recrudescence des stations-service dans la ville de Kinshasa. Ne respectons pas des normes. Hein? Ils ne respectent pas des normes environnementales comme vous venez de le dire. Mais pour les cas d'espèce, je dois dire que on doit analyser des 2 côtés. La personne qui a construit et les autorités qui ont octroyé les autorisations de bâtir sur les lieux.
comprendre est-ce la personne est dans les normes, il sera rétabli dans les droits parce qu'il va saisir la justice. J'ai suivi dans les images. Et si il n'est pas dans les normes, la sanction est pour tout le monde. La loi est dure, mais elle reste la loi. Mais s'il n'est pas dans les normes, est-ce qu'on pouvait le faire sans préavis? Là, ça cloche. Je pense que même les locataires bénéficient d'un préavis. On devait lui demander bonnement pendant une semaine, 15 jours ou 30 jours au plus, qu'il puisse enlever ses matériels. C'est un investissement pour lui. Mais quand on le fait de manière brutale, il perd même les biens qui étaient sur le lieu. Donc c'est regrettable. Dès lors que le président de la République veut voir des gens, des Congolais comme des expatriés investis en RDC, et si déjà ceux qui veulent venir, qui sont à l'extérieur du pays, regardent ces images, ils voient déjà que c'est un Congolais qui est victime, est-ce que c'est là on encourage les investisseurs à venir investir au pays? Je ne pense pas. Si on doit considérer qu'il s'agit d'un Congolais qui veut investir en République démocratique du Congo, mais ça pouvait aussi être un expatrié. Il devait subir aussi la même sanction, parce que la sanction n'a pas de couleur, et pour les Congolais comme pour les expatriés. Et les climats des affaires, ça fragilise quand même. Effectivement, ça fragilise le climat des affaires, mais comme je le disais tantôt, la loi est dure, mais elle reste la loi. Dure à l'ex, c'est de l'ex. Madame, Messieurs, prenons à présent le deuxième dossier de cette rétrospective. Au MDVC, le débat sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, à peine voté par le Parlement, est loin de se terminer. Dans sa démarche entreprise ce mardi 22 juin auprès du président de la Cour constitutionnelle, dont les copies du mémo ont été transmises à la présidence de la République, au Parlement et à la MONUSCO, le parti Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement estime que la nouvelle écriture de l'article 10 de cette loi réformée est porteuse de l'entorse et que son adoption laisse transparaître la dérive constitutionnelle, légistique et jurisprudentielle. C'est vraiment une loi injuste à partir du moment où elle exclut, n'est-ce pas, l'opposition extra-parlementaire qui est des droits reconnus, n'est-ce pas, par la Constitution, encadrée, n'est-ce pas, par la loi organique numéro 07/008 du 4 décembre 2007 qui reconnaît que l'opposition est parlementaire et extra-parlementaire. On ne peut pas comprendre à partir du moment où nous sommes en train de préparer les élections inclusives que les gens s'asseyent pour, encore une fois, exclure une catégorie de personnes. Mais nous nous disons que peut-être soit qu'ils l'ont fait sciemment ou carrément c'était par oubli. Si c'est par oubli, c'est l'occasion qu'ils puissent, n'est-ce pas, revoir la question. Si c'est par, ils l'ont fait, n'est-ce pas, par connaissance de cause, c'est qu'en réalité il s'agit de la peur, des nouveaux vents, parce qu'il s'agit là d'une nouvelle révolution positive que l'MDVC prône. Contrairement au dire des autres, le MDVC ne note aucune avancée des suites de cette réforme. Il n'y a pas d'avancée, parce que vous vous rendez compte d'ailleurs qu'il y a des forces qui sont surreprésentées, ça ne suffit pas. Parce que nous avons prôné, n'est-ce pas, l'équilibre, n'est-ce pas, dans la représentation. Mais à partir du moment où il y a des forces déjà surreprésentées, vous vous rendez compte que ça pose problème et c'est l'élite qui est préparée, n'est-ce pas, de la fraude. En déposant ces mémos ces jours sur la table du président de la Cour constitutionnelle, le parti de l'opposant Justin Modekeriza espère que la Haute Cour fasse chavirer cette jurisprudence, selon lui, discriminatoire et injuste, et qui du reste amenuise l'assiette des droits de l'opposition extra-parlementaire de se présenter dans l'orfèvrerie électorale congolaise. Non à une CENI politisée. Tel est le slogan entonné cet avant-midi par les cadres et militants de la plateforme Lamuka et de l'ECD. Tout est parti de leur siège situé sur l'avenue de l'enseignement. Banderole et calico à main pour manifester leur mécontentement sur la loi organique de la Commission électorale nationale indépendante. Lamuka va barrer la route à cette loi au niveau du Parlement pour détourner la volonté du peuple en votant de manière unilatérale la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Lamuka avait déjà proposé que toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table pour dégager un consensus autour de la loi électorale, autour des réformes institutionnelles. Nous demandons aux confessions religieuses de ne pas envoyer leurs délégués au bureau
de cette CENI. De pneus brûlés devant le palais du peuple, c'est l'expression de la colère. Quelques cas de blessures causés par l'intervention des agents de l'ordre ont été enregistrés selon leurs témoignages. Nous sommes choqués. À chaque fois que nous faisons des manifestations pacifiques, vous verrez que la police a un comportement vraiment pas c'est vraiment une action pacifique pour dire non à ce qui se passe au niveau du Parlement, non à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat par rapport à la loi organique concernant Mama Seni. Mais encore une fois de plus, la police est violentée, mais tant que l'IDP ça la manifestation là-bas, toujours encadré par la même police. Ceux qui ont décidé de décider, la Mouka, ceux qui ont décidé de ça l'événement, au Gomona, toujours violence la police là. Ils ne vont pas intimider les gens et ils n'arriveront même pas à les freiner. Vous avez vu, malgré leur présence, les gens sont là. Ils ne veulent même pas partir. On est en train de négocier pour que les jeunes rentrent, mais ils ne veulent pas parce qu'ils sentent la police là et ils résistent. Ces militants et cadres délécidés veulent et souhaitent une CENI neutre sans aucune représentation politique pour qu'il ait, selon eux, de bonnes élections en 2023. Encore de voix pour dire non à cette loi organique sur la Commission électorale nationale indépendante. Au MDVC, on dit qu'il n'y a pas eu des avancées. Est-ce que vous êtes d'accord avec le MDVC? Je ne suis pas d'accord avec eux et je pense que la démarche du MDVC est superfétatoire à mon avis parce que la loi a été votée, la majorité a tranché et cette loi est transmise. La majorité aujourd'hui, c'est l'union sacrée de la nation. Mais donc la voix de l'opposition ne pouvait pas passer. En démocratie, c'est la majorité. C'est la loi de la majorité. Et comme cette loi a été votée et transmise au niveau de la Cour constitutionnelle, qui devra en principe tenir ou analyser sur la constitutionnalité de la loi, nous attendons seulement la promulgation. Mais pourquoi vous avez comme exclu certaines catégories de personnes, comme l'affirme le MDVC? Aucune catégorie n'est exclue. Je pense que la nomenclature de cette nouvelle loi tient compte de tous les paramètres. Nous avons voulu dépolitiser la CENI. Comment dépolitiser alors qu'aujourd'hui, dans les organes sur 13 personnes, je sais, si je ne me trompe pas, la majorité, ce sont des politiques. Par rapport à la CENI passée, des tristes mémoires, je pense que celle-ci sera une CENI innovée. Nous sommes là et jusqu'à 2023, je pense que la question ne sera plus à l'ordre du jour. On a des tensions par-ci par-là au sein de différentes structures politiques comme structures de la société civile, les confessions religieuses. Est-ce que vous pensez que les élections à venir, les élections en 2023, seront apaisées? Je pense que le sit-in n'est pas la voie recommandée. Parce que l'article 162 de la Constitution reconnaît à tout Congolais les prérogatives de saisir la Cour constitutionnelle si la personne estime qu'une loi quelconque ne répond pas aux aspirations de la population. Et c'est que nous pouvons demander à ce jour à nos frères de la Mouka de saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir à leur manière l'annulation de cette loi. Mais pourquoi alors vous n'aviez pas voulu tenir compte de leurs je sais pas, revendications, leurs recommandations, afin que nous puissions avoir pour une première fois des élections apaisées? Parce que selon la Mouka, selon les confessions religieuses, notamment l'Église du Christ au Congo, la SENCO, au regard de ce qui se passe maintenant avec ce que vous avez laissé passer dans cette nouvelle loi de la Commission électorale nationale indépendante, il y a lieu de croire qu'il n'y aura pas d'élections apaisées en 2023. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale et les députés la Mouka étaient avec nous à l'hémicycle. Ils étaient là. Ils étaient avec nous. Et ils ont quand même fait des recommandations. Ils ont fait des recommandations et au finish, la loi a été votée. Et une fois que la loi est votée... C'est que leurs recommandations n'ont pas été prises en compte. Non. Mais après les débats, il y a les conclusions du président de l'Assemblée. Il tient compte de différentes prises de parole de tous les députés, de toutes les sensibilités, et on arrive à une conclusion commune. Et c'est ce que nous avons donné au peuple congolais, cette loi de cette CENI, que nous disons une CENI
innover et une CENI qui travaillera pour les élections crédibles, paisibles en République démocratique du Congo et aussi démocratique. Vous parlez d'une CENI innovée. Quelles sont les innovations que vous avez apportées dans cette nouvelle loi? Je commencerai premièrement avec les nombres de membres au niveau de cette CENI. Nous avions 13 avant et nous sommes passés à 11 pour le moment. Là, je parle de la plénière. De la plénière. De la Là, CENI. on prend tous les membres au niveau de la plénière. Et pas seulement ça, les confessions religieuses sont suffisamment représentées. Et nos amis réclament une part pour l'opposition extra-parlementaire. Même lors des élections de 2006, de 2011, nous n'avons pas vu l'opposition extra-parlementaire obtenir une place au sein de la CENI. La loi est claire, c'est pour l'opposition parlementaire et la majorité parlementaire. On ne peut pas changer la loi pour tendre la main vers l'opposition extra-parlementaire. Ils doivent jouer les rôles de contrepoids pour pousser à mieux faire, mais pas réclamer une place au sein de la CENI. Et si aujourd'hui, comme vous venez de le dire, que les confessions religieuses sont représentées, contrairement à ce qu'il y avait dans l'ancienne loi, pourquoi alors aujourd'hui, les CC et la SENCO ne sont pas d'accord avec ce que vous avez fait? Nous observons en tant qu'Assemblée nationale, nous avons laissé à la société civile, les églises, de donner au pays un président de la CENI. Nous attendons, parce que notre action dépendra du nom qui nous sera transmis par les confessions religieuses. Et s'ils traînent les pieds, c'est-à-dire c'est eux qui vont bloquer le pays pour qu'il n'y ait pas des élections en 2023. Tout ce que nous leur demanderons, c'est de penser à cette population, de penser à garder les différents cycles électoraux. Nous en avons eu de 2006 en 2011, 2011-2016, malheureusement, il y avait glissement jusqu'à 2018. Et nous voulons en avoir 2023 pour 2026. Voilà, madame, messieurs, nous poursuivons avec cette rétrospective de la semaine. Maintenant, nous nous rendons à la chambre basse du Parlement. Cette affaire qui a fait parler plus d'un Congolais. Voilà, il y a un député sur ce plateau qui va donc vous éclairer sur différentes questions, certainement, que vous nous aviez envoyées autour de cette affaire des Jeeps. On se retrouve juste après ce dossier. Il y a eu des Jeeps Nissan X-Trail pendant que Olivier Kamuta était président de l'Assemblée nationale en 2003. Et en 2006, il y a eu Kamere Bochab qui ont octroyé aux députés des mobilités. Et ils achetaient à crédit. Vous savez, nous sommes une institution de la République. Et la République se gère par des lois. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est une loi parce qu'elle est conforme aux dispositions de la Constitution et aux lois de la République. Ces règlements déterminent les droits et les devoirs des députés. Ça veut dire qu'elle précise, le règlement intérieur précise et fixe le revenu, les indemnités d'un député qui peut lui permettre de pouvoir acheter à crédit la mobilité. Et donc, la démarche, elle est régulière. Et cette démarche n'émane pas du bureau Mboss. C'est une pratique parlementaire. Et donc, c'est vraiment un débat de caniveau. Il faut vraiment oublier ça. C'est parce qu'il y a manque d'informations. Et la procédure, elle est là. Ce n'est pas une dotation, ce n'est pas un don. On achète à crédit. On achète à crédit. Comme tout le monde. Les médecins, les enseignants de l'université achètent tous à crédit. Donc ici, c'est un achat à crédit. Je suis là pour fixer l'opinion. La loi électorale est une loi consensuelle. Donc tout ce qui a été fait, c'est dans les consensus. Nous nous sommes entendus. Les composantes, les formations politiques se sont entendues, se sont accordées pour que nous mettions en place, pour que nous puissions voter cette proposition de loi, les projets de loi organiques relatifs à la CENI. Et donc, il n'y a pas eu achat de conscience, il n'y a pas eu remise de biens. Donc, je n'avoue pas cette hypothèse. Je suis là pour communiquer la procédure, pour vous fixer qu'il n'y a pas eu achat de conscience. Le président du bureau de l'Assemblée nationale a signé un contrat avec un concessionnaire
Et une banque privée a accepté de payer les voitures pour les députés, qui se fera, dont le paiement se fera par retenue à la source de leurs émoluments. Lorsque les opérateurs économiques dans l'automobile se mêlent à l'affaire de Jeep acquise par l'Assemblée nationale pour les députés nationaux, le débat prend une autre tournure. Responsable du spécial autogarage, Mathieu Takizala se plaint du fait que les autorités de son pays aient ignoré les experts en auto avant de contracter ce marché avec l'extérieur. À chaque fois quand ce gouvernement achète, il n'associe pas les vrais acteurs du côté congolais. Moi, je trouve ça vraiment injuste. Comment fait-il que l'argent collectif, ils ont acheté Transco, ils ont fait l'aventure Esprit de vie dans ce pays, l'argent est sorti du trésor, même on dit que c'était des emprunts, mais il n'y avait même pas la partie technique qui a été comprise pour avoir des garages partenaires dans la ville de Kinshasa qui pouvaient créer à la fois le travail pour le technicien congolais et puis créer aussi l'épaisseur technique ou l'épaisseur sociale. La crainte de Mathieu, c'est aussi au niveau de l'entretien de ces charrois qui pourrait poser problème à cause notamment de manque d'infrastructures adéquates. Ces véhicules, ce sont de dernière génération. Ils vont rouler où? Il n'y a pas assez de kilomètres. C'est pour ça qu'on dit que vous pouvez acheter, même dans des pays normaux, quand l'État achète, il consulte les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est les gens comme moi qui est en face de vous, parce que je suis promoteur d'un garage, et ce garage est censé accompagner l'État et accompagner nos compatriotes. À travers un message du président de la Chambre basse du Parlement, il a été annoncé l'arrivée dans les tout prochains jours, en RDC, de près de 500 Jeeps marque Hyundai pour les élus nationaux. Belly Mampa, vous êtes député national élu du Congo central. Vous regardez en ce moment ici votre base, mais également les Congolais comme la diaspora. Vous vous êtes laissé corrompre par le président de la République en acceptant des jeeps, comme l'affirment certains de vos collègues et certains politiciens. Nous ne nous sommes pas laissés corrompre. Et ce n'est pas une corruption. Un cadeau. Je dois le dire clairement sur ces plateaux de Congo Web Télévision. Les jeeps qui doivent arriver pour les honorables députés sont un crédit accordé aux députés nationaux. Et ce n'est pas une première, madame la journaliste. Nous connaissons tous qu'ici, dans ces pays, on a donné à crédit même des jeeps aux professeurs des universités. Et c'est une pratique qui trouve même son fondement ou son explication dans la science. Si nous interrogeons les finances publiques, il y a ce qu'on appelle la fiscalité compensatoire avec la théorie de la pompe absorbante et de la pompe refoulante. D'un côté, vous avez les crédits. Pour les cas d'espèce, les crédits véhiculent avec les députés. Et de l'autre côté, vous payez avec votre salaire. Et pour les députés, avec les émoluments. En 2006, madame, il y a eu des jeeps qui étaient octroyés aux députés nationaux à crédit. Sous Vital Kamerhe. En 2011, et là, c'était réellement à crédit, mais là, on parle d'un cadeau que le président de la République même a chose, donné, madame, les jeeps aux députés en 2015 sous Aubin Minakou. Et maintenant, en 2018, ça doit créer des problèmes. Pourquoi? C'est parce que ça arrive tardivement. Ça pouvait arriver aussi sous Madame Mabunda. Mais pourquoi ça arrive aussi tardivement? C'est là même la question aussi. Voilà pourquoi c'est parce que l'ancien bureau ne travaillait pas aussi pour le social de députés nationaux. Le bureau Mabunda. Je l'affirme que le banque avait même peur de donner les crédits aux députés nationaux. Les députés étaient payés en francs congolais. La date n'était pas connue. Et toutes les banques n'avaient pas confiance aux députés. Payés en dollars. Nous sommes toujours payés en francs congolais. Mais il y a la régularité avec les bureaux qui viennent d'arriver. Parce que chacun a sa façon d'organiser les choses. Et c'est
Là où nous disons coup de chapeau avec le président Simon Mbosso qui a essayé de recadrer les irrégularités que nous avons trouvées avec les bureaux Mabunda. Si c'est un crédit, comme vous l'affirmez sur ce plateau, c'est un crédit, mais pourquoi vos collègues sont en train de parler d'un cadeau provenant du président de la République qui vous remercie d'avoir fait passer la loi organique sur la Commission électorale nationale indépendante? Madame, ce n'est pas un cadeau, je répète que c'est un crédit accordé aux députés et à retirer à la source dans leurs émoluments. J'entends dire ici, dans les réseaux sociaux, que avec les 2 ans et demi qui restent, les députés seront incapables de payer leurs dettes. Incapables de payer cette dette. Faisons un calcul simple. 2 ans et demi font 30 mois. Et avec une retenue de $2000 le mois comme quotité de remboursement, en 30 mois, ça fera combien? $60 000. Et on est capable de payer le crédit. Moi, je reconnais qu'il y a 3 catégories de personnes qui parlent pour ternir l'image. Il y a 3 catégories de personnes qui parlent. Que je vais catégoriser tout à l'heure. Pour ternir l'image des députés nationaux. Je commence par les Congolais qui n'ont pas l'information réelle. Peut-être qu'il y a faim. Comme on l'a dit, quand on a faim, on ne peut qu'injurier parce qu'ils n'ont pas toutes les informations. Mais il y a une autre catégorie de ceux-là qui se disent ne pas être ni preneurs ni demandeurs. Mais ce sont des hommes que nous avons appelés des caciques du FCC, les majors d'hommes. Ceux qui ne vont pas prendre ces jeeps-là, ce sont des caciques. Les majors, ceux qui étaient les majors d'hommes du régime FCC, qui viennent aujourd'hui pour servir des donneurs de leçons. Ça ne va pas passer. Parce que eux, 18 ans de leur règne, ils baignaient dans la corruption pour maintenir leur pouvoir. Et aujourd'hui, ils veulent attribuer à l'union sacrée, ce qui est un mensonge grave. Les députés auront leur jeep pour payer avec un crédit à travers leurs émoluments. Tout ce qui se dit que c'est un cadeau du chef de l'État, c'est un mensonge. Et je suis là aussi pour m'attaquer à ceux-là, cette autre catégorie, qui pense que le député n'est pas capable de payer ses crédits à travers ses émoluments et qui veulent détourner l'attention de la population. Il y a des dossiers graves que nous connaissons tous et nous voyons, nous attendons les résolutions de l'IGF et nous, en tant qu'Assemblée nationale, au moment opportun, nous allons nous prononcer. Il y a les dossiers sur la ferme agro-pastorale de Bukanga-Lonzo avec l'ancien ministre Matata. Il y a les dossiers de la mafia dans l'armée et il y a aussi les dossiers de cartes de crédit, carte Visa. Et là, nous parlons d'abord de ce dossier de Jeep. Et puis, quelque part aussi, c'est une question qui vient des internautes qui se posent la question. Si un député national touche $12 000 le mois, est-ce qu'il est incapable lui-même de s'acheter une voiture et c'est trop, ce n'est pas ce qu'un député touche. Nous ne touchons pas $12 000. Je n'ai pas honte de dire mon salaire ici sur le plateau. Au moins, vous n'avez pas honte, hein, vous n'êtes pas comme certains de vos collègues. Et chaque député touche les émoluments de $4 000. Ah, $4 000, c'est pas $12 000 comme l'affirment certains. C'est 8 millions de francs congolais. Ah, c'est comme ça que vous avez accepté de prendre à crédit ces voitures-là, ces belles voitures. Oui, mais $2 000 les mois, ça ne va pas peser aux députés. Une autre question qui vient des internautes. Alors, cet audio qui a circulé dans les réseaux sociaux, où on a entendu le président de la Chambre basse du Parlement, Christian Mbosso, en train de parler de ce DIP. Voilà pourquoi on affirme qu'il s'agit d'une corruption. Que dire de cet audio? C'est là où je vais revenir avec ma proposition de loi sur la cybercriminalité. On parle de la voix du président Mbosso. Je pense qu'en tant que député de l'Union Sacrée, vous étiez là lors de cette réunion. J'étais là, présent. Alors dites la vérité aux Congolais qui sont en train de vous suivre. Je n'ai entendu parler de ces propos dans la bouche du président Mbosso. C'est un autre montage grossier. Un montage. Je le dis et je l'affirme et je pèse bien mes mots. Cet audio a été trafiqué. On a collé un son qui n'est pas du président à sa photo. Nous avons bien voulu
voir les images avec la vidéo, mais c'est une photo qu'on essaie de coller avec un audio. Je pense que j'ai 10 ans dans les domaines de la radio et télévision. Je sais comment les choses se passent et c'était juste un trafic pour ternir l'image et du président Bosso et des députés de l'Union Sacrée. Mais c'est un échec parce qu'ils ont échoué. Mais au regard de cet audio-là, prenons cet audio-là, est-ce qu'aujourd'hui vous donnez quand même raison à ceux qui pensent que l'Union Sacrée de la Nation est composée des traîtres? Dans toute structure et dans toute organisation, les traîtres ne manquent pas. Je pense que c'est le travail que tout député de l'Union Sacrée et tout membre de l'Union Sacrée fait pour détecter ceux qui viennent à l'Union Sacrée comme des tops. L'Union Sacrée est venue pour sauver ces pays. Et l'Union Sacrée est venue pour changer. Pour sauver ce pays. Je pèse mes mots. Pour changer l'image des politiciens et des Congolais. C'est une autre vision pour les Congos que nous n'avons pas trouvée avec le FCC. Affaire Dip, vous avez suivi les députés nationaux, les 4 députés, si je ne me trompe pas, de la coalition Lamuka, qui demandent à la Cour constitutionnelle d'enquêter pour connaître d'où viennent donc le fonds. Et de l'autre côté, ils demandent à ce que ces Dip soient revendus afin d'attribuer cet argent au social de Congolais. Comment trouvez-vous ces déclarations de vos collègues députés, mais qui sont de la coalition Lamuka? Ce sont des collègues, ils sont libres pour leurs propos. Prendre ou ne pas prendre, ça dépend de tout un chacun. Mais je sais que ça a toujours été ainsi. Ceux qui prennent trouvent leurs émoluments être minorés d'un montant X par rapport à la quantité mensuelle à payer. Ceux qui ne prennent pas ne trouvent pas aussi leurs émoluments être touchés. Et ceux qui cherchent à en avoir 2 trouvent aussi leur quantité multipliée par 2. Donc, nos collègues de la Mouka peuvent bien aujourd'hui aller jusqu'au bout de leur démarche, faire appel à la justice. Mais ils font confiance à la justice pendant qu'ils récusent la même justice. Donc, je pense qu'ils sont libres dans leur démarche et la justice va enquêter et ne trouvera aucune trace qui va culpabiliser le bureau ou les députés nationaux sous une forme de corruption. C'est juste un acharnement envers les élus nationaux que nous sommes. En plus, les députés nationaux n'ont pas la même mise sur les caisses de l'État. Pourquoi cet acharnement envers les élus nationaux? Ceux qui ont le même mise sur les caisses de l'État, ces directeurs généraux des services nationaux, ces directeurs généraux des entreprises publiques, c'est à eux qu'on devait plutôt pointer des doigts par rapport aux députés qui ne sont que des législateurs qui représentent une population sans même mise dans les caisses de l'État. Donc pour vous, aujourd'hui, ces députés nationaux n'ont pas raison de demander la démission de l'actuel bureau de la Chambre basse du Parlement? Ils n'ont pas raison parce que ce bureau a le soutien total de tous les députés de l'Union Sacrée, y compris des FCC. Parce que nous avons des amis, des beaux-frères, des belles-sœurs au niveau du FCC, comme eux aussi ont des amis, des beaux-frères et des belles-sœurs au niveau de l'Union Sacrée. On partage les informations et dans les couloirs, ils nous disent que Simon Bosso était l'homme de la situation. Et il est l'homme du moment. Il est venu redorer ça, ce sont les députés de la Mouka. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Ce sont les députés de la Mouka. Je suis sûr et j'assume. FCC. Je suis sûr et j'assume mes propos. Voilà, mesdames, messieurs, nous poursuivons avec cette rétrospective de la semaine. Nous nous rendons à présent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un lieutenant-colonel, directeur adjoint chargé de l'administration et 2 majors, tous de la 32e région militaire, sont connus comme les 3 officiers mafieux qui ont durant 2 ans multiplié l'effectif des hommes en uniforme dans la province de l'Ituri. En attendant plus de détails sur leur identité selon notre source, cette information reste à confirmer ou à infirmer. À en croire cette même source, ces officiers ont en toute complicité gonflé les effectifs des unités au front, estimés en réalité à 7 500 hommes et non 21 000.
Soulignons par ailleurs qu'en dépit de la solde et des primes des 13 500 militaires fictifs qu'il s'est partagé mensuellement, l'on signale aussi que ces officiers mafieux se sont engraissés sur le dos du troc des armes et munitions destinées aux fictifs contre les minéraux. Toujours dans le cadre de l'opération de traque des réseaux mafieux, 3 suspects et 31 colis de lingots d'or qu'ils transportaient ont été présentés au gouvernorat de l'Ituri à Bunia. Ces colis d'or étaient saisis par les forces de l'ordre la semaine dernière à la barrière des Poulots sur la route nationale numéro 4 en territoire de Mambasa. Cette matière précieuse serait venue d'une des carrières minières situées dans la réserve de faune à Okapi, une zone où toute exploitation illégale est interdite. Ces 31 colis de lingots d'or ont été présentés aux membres du comité provincial de sécurité, en tête le gouverneur militaire Luboyan Kachama. Notons que ces enquêtes se poursuivent pour identifier les réseaux criminels de cette province. L'opération militaire se poursuit dans la partie est de la République démocratique du Congo pour instaurer la paix dans cette zone. Ce mercredi 24 juin 2021, les forces de l'ordre ont mis la main sur 6 présumés criminels, dont 2 mineurs et 1 policier démissionnaire. Ces malfrats ont été arrêtés avec 2 armes AK-47 au quartier Kindia, Lumumba, Muzipela et Bigo Kolomani. Dans leur domicile, les forces loyalistes ont pu retrouver 3 motos, des valises remplies d'habits et tant d'autres biens qu'ils auraient volés, a fait savoir le capitaine Roger Tibassima, chargé de communication de la PNC en Ituri. Ils sont poursuivis de vols à main armée, détention illégale d'armes de guerre et munitions, administration de substances toxiques et nuisibles à la santé, plus escroquerie. Et enfin, nous avons 2 mineurs qui sont poursuivis pour vol qualifié. D'ici là, ils seront déférés devant l'auditorat militaire. Ces objets que vous voyez ici seront restitués aux propriétaires après avoir établi un procès verbal de restitution. Signalant par ailleurs que 28 sacs de chanvre qui ont été incinérés à Bunia en présence de l'auditeur supérieur ont été également saisis sur la RN27 en territoire de Djougou par la police. Vous comprenez, 28 sacs, quelles conséquences sur la jeunesse et sur tous les consommateurs. Comme vous le savez, il est interdit de cultiver, de consommer et de commercialiser le chanvre à fumer. C'est pourquoi nous procédons à la destruction. A noter que la police s'est dit déterminée à mettre fin à l'insécurité qui sévit dans la partie est de la RDC. Insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Comment trouvez-vous les actions menées par les forces de l'ordre dans ce coin dans le cadre de l'état de siège? Je pense que depuis l'avènement de l'état de siège, il y a une autre image qui se dessine pour l'Est de la République démocratique du Congo. Une autre image avec les actions en pompe annoncées par le représentant du chef de l'État au niveau de ces provinces où on a décrété l'état de siège. Et tout ce que nous pouvons demander, c'est multiplier les actions dans l'intérêt de nos populations qui souffrent déjà depuis des décennies à l'est du pays. Vous savez qu'au niveau de l'Union sacrée, dernièrement nous avons dit les députés sont prêts à sacrifier même leurs émoluments pour que la paix revienne à l'est. Vous êtes prêts ou vous l'aviez déjà fait? Il y a des collègues qui ont commencé à contribuer. Et vous? Moi également, j'ai apporté ma modeste contribution pour la population de l'Est. Et je suis prêt à continuer à sacrifier mes émoluments pour la population de l'Est. Que dites-vous par rapport à ce que certains disent dans l'opinion, bien sûr, dans l'Union sacrée? Il y a certains membres de l'Union sacrée qui entretiennent d'ailleurs l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bon, j'avais entendu comme tout le monde, une fois, le président du bureau de l'Assemblée dire aux collègues de quitter les groupes armés. Je pense qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire au même moment. Si réellement ce sont les élus de l'Est
si réellement ils ont les soucis de cette population qui élisent les députés à l'Est, je pense que c'est une mauvaise pratique, une pratique à décourager pour l'intérêt de nos populations. L'Est de la République démocratique du Congo est un centre d'intérêt pour plusieurs personnes. Nous avons des expatriés qui ont un regard sur l'Est, nous avons les nationaux qui ont un regard sur l'Est, il y a le multinational. Est-ce que vous pensez que la paix sera rétablie dans le quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi? Je pense que c'est un grand défi pour ce quinquennat du chef de l'État. Il y a déjà presque 2 années et demie consommées. 3 ans, disons, parce que la dernière année est électorale. La dernière année est effectivement électorale, avec un sens politique et avec une volonté politique du chef de l'État, pas seulement avec l'accompagnement du gouvernement et du Parlement. Je pense que nous pouvons avoir cette paix tant recherchée à l'est du pays, qui n'est pas d'ailleurs impossible. Vous parlez de la paix. Entre-temps, état de siège dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, mais on enregistre des morts. Mais le mal est profond à l'est du pays. Ce n'est pas en une semaine, à 15 jours ou 30 jours de l'état de siège qu'on pourra tout terminer. C'est un travail qui s'est fait à tous les niveaux, chacun au niveau où il a ses responsabilités. Et comme je le disais tantôt, nous avons espoir que, avec cette diplomatie du chef de l'État et l'accompagnement du gouvernement, du Parlement et de la population, parce que la population est l'actrice principale de ce qui est comme action des politiques. Avec l'accompagnement de la population, on peut attendre à des résultats escomptés. Vous aviez espoir alors qu'aujourd'hui, la confiance, la restauration de la paix dans l'Est de la RDC, aujourd'hui, le regard est tourné vers les forces de l'ordre. Alors que ce sont ces forces de l'ordre qui sont impliquées, vous aviez suivi, il y a eu même arrestation de certains officiers. Est-ce que tout ça ne remet pas en doute le fait que la paix pourrait être peut-être rétablie dans ce coin? Mais c'est là où nous disons, il y a certaines personnes qui arrivent avec un agenda caché, qui sont là pour bloquer les initiatives du chef de l'État, mais qui ne pensent pas que le chef de l'État va rester les mains croisées sans agir. Il l'a démontré avec la rupture du mariage FCC Cash, quand il avait compris qu'il voulait faire un pas en avant et on lui tirait 5 pas en arrière. Il a mis fin, il a convoqué les consultations jusqu'à créer l'union sacrée pour la nation et il est l'autorité morale. Ces généraux, ces officiers de l'armée qui sont en train de ternir l'image du chef de l'État pour sacrifier les soldats qui sont au front, nous allons demander à ceux qui soient répertoriés et sanctionnés. Ce n'est qu'avec la sanction que nous pouvons bâtir un État. Sans sanction, nous continuons à pleurer et à continuer avec les pratiques du passé. Peut-on parler aujourd'hui d'une crise de confiance entre l'armée et le président de la République? Dès lors que nous connaissions qu'au départ, on a dit au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qu'il y avait 21 000 hommes dans l'Est de la République, mais sur place, le constat du président de la République était amer. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Sous Mobutu, il y avait aussi cette pratique de gonfler les effectifs des militaires et des policiers et des soldats. Tout ce qu'on peut faire, c'est un contrôle crédible pour démanteler tous ces doublements des effectifs des policiers et des militaires. Une fois réussi, je pense que tous les tireurs de ficelles ou les bénéficiaires de ces pratiques seront dénoncés et pourront subir la rigueur de la loi. Comment avez-vous trouvé la descente du président de la République dans ce coin où il a pris langue avec la population, mais également avec les autorités de l'Est? Je pense que ça entre dans le cadre de la diplomatie agissante du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous pouvons avoir des antécédents
avec les Rwandais, mais ça ne nous empêche pas de collaborer. Et les Rwandais ne restent pas l'ennemi de la République démocratique du Congo. Cette collaboration est utile si réellement ça tient compte des intérêts de la population. Si réellement ça tient compte des intérêts de la population. Aujourd'hui, la population congolaise n'a plus du tout confiance à l'armée comme à la police. Et vous aviez suivi dans les images et on a brûlé de sacs de chanvre. Aujourd'hui, là, est-ce que vous pensez que la rupture sera totale entre le chanvre et les hommes en uniforme de la République démocratique du Congo, dès lors que c'est connu également que ce sont le premier vendeur du chanvre en RDC? Le souhait est que cette rupture soit totale. Mais ça ne sera pas comme une baguette magique en un jour et on termine l'affaire. Tout ce qu'il faut, c'est des mesures d'encadrement. Les chefs hiérarchiques de ces différents militaires et policiers, pas seulement eux, mais la population aussi doit dénoncer. Même les conducteurs des véhicules qu'ils utilisent doivent toujours dénoncer. Dès lors que la population va s'approvisionner auprès des hommes en uniforme. Mais c'est la population qui s'approvisionne auprès des hommes en uniforme. Mais ce n'est pas toute la population qui fume du chanvre. C'est une pratique qui n'est pas autorisée par nos lois et qui doit être à tout prix découragée. Qui doit être à tout prix découragée. Comment faut-il aujourd'hui rétablir la confiance entre les hommes en uniforme et la population? Vous le connaissez très bien et en tant qu'élu national, et surtout que vous avez une base aujourd'hui, la confiance n'existe presque plus entre l'homme en uniforme et le Congolais. Comment peut-il faire pour rétablir cette confiance? Mais c'est de la faute des hommes en uniforme qui ne tiennent pas compte de leur métier. Vous savez, sous d'autres cieux, comment vont-ils le faire s'ils ont des maigres salaires? Sous d'autres cieux, les policiers ou les militaires gardent encore l'essence de l'honneur. Tu roules, tu trouves un policier devant toi, tu commences à trembler. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Le maigre salaire, je disais tantôt que j'étais de la commission défense et sécurité, mais avant chaque budget, nous appelons les généraux de l'armée, de la police, qui viennent avec des propositions. Oui, qui viennent avec des propositions que nous, en tant que commission défense sécurité, nous coulons dans la commission ECOFIN pour être pris en compte dans les budgets. Et je sais que depuis une année, 2 ans, il y a une amélioration des salaires des policiers et des militaires. Mais est-ce que leurs propositions sont toujours prises en compte? Mais ça ne se fera pas du coup. C'est tout un processus pour qu'on arrive. C'est comme avec les fonctionnaires de l'État, les enseignants. Pour qu'on arrive à ce que nous avons appelé Moody, c'était tout un processus en tenant compte aussi de notre budget en tant que République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas aller au-delà des prévisions. Voilà ce que nous pouvons dire dans un premier temps par rapport à cette pratique honteuse d'ailleurs de nos policiers et de nos militaires. Aujourd'hui, les Kinois, les Congolais de la République démocratique du Congo se posent plusieurs questions autour de la sécurité dans l'Est, comme la sécurité en République démocratique du Congo, dans le coin et recoin du pays. La sécurité, c'est pas seulement dans la partie Est, même ici à Kinshasa, on a le phénomène Kuluna, des vols. Les Congolais, les Kinois, les voleurs ont vraiment développé plusieurs stratégies des vols aujourd'hui. Même la sécurité à Kinshasa pose un problème. Vous, en tant qu'élus nationaux, vous êtes d'ailleurs, vous avez bien dit, vous êtes au sein de la commission sécurité, défense et sécurité à la Chambre basse du Parlement. Est-ce que la question vraiment des phénomènes Kuluna, les différentes formes d'escroquerie, différentes formes de tracasserie et autres développées à Kinshasa a déjà retenu votre attention, et qu'est-ce que vous avez fait pour que, afin la population puisse vaquer paisiblement à ses occupations?
Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez que même téléphone, sac, autre, vous connaissez dans quelles conditions la population vit ici à Kinshasa. Je pense que nous sommes tous exposés par rapport à ces pratiques de vol au niveau de nos provinces, au niveau de la ville de Kinshasa et partout ailleurs. Et nous, en tant que législateurs et personnellement, en tant que député national, mon travail est de légiférer comme aussi de faire les contrôles. Et les contrôles, c'est pour les services publics et aussi dans nos prérogatives, nous pouvons interpeller les autorités de la police et de l'armée sur une question d'actualité ou une question qui touche la sécurité de nos populations. Et nous continuerons et nous allons initier une action dans ce sens. Je vais continuer dans ce sens au niveau de l'Assemblée nationale parce que au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a eu beaucoup d'initiatives de la part des députés provinciaux en ce qui concerne la sécurité au niveau de la ville-province de Kinshasa. Moi, je l'ai toujours fait au niveau de ma province du Congo central et pour mon territoire de Kassa Ngoulou. Et si je l'ai dit pour Kinshasa, parce que ajouter ma note... Je rappelle que vous êtes au sein de la commission défense. Hein? Voilà. Oui. Défense, là, on ne parle pas seulement du Congo central. Voilà. On parle de la RDC. Ajouter ma note par rapport aux différentes initiatives prises par les députés provinciaux au niveau de Kinshasa, venir en appui. Et au niveau de la commission défense et sécurité, j'ai fait partie d'une sous-commission comme rapporteur. Et là aussi, on ne cesse de multiplier les auditions des responsables de la police comme de l'armée pour les différents cas ou les différents cas de l'insécurité, tant dans les provinces comme au niveau de la ville de Kinshasa. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dossier, le dossier qui revient sur la rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue rwandais Paul Kagame, mais également l'arrivée du président de la République à Maputo. C'est bien vraiment les éléments qui constituent ces dossiers et on se retrouve juste après. Vendredi 25 juin 2021, nous sommes au Rwanda, dans la ville de Rubavu. Invité par le président rwandais, le président congolais a foulé le sol rwandais ce vendredi. Accueillis par Paul Kagame, les deux chefs d'État ont fait le tour de Rubavu-Gisenyi, ville voisine de Goma, qui a aussi été affectée par les secousses de l'éruption volcanique de Goma. Au quartier Madjango de Rubavu, les deux présidents Tshisekedi et Kagame ont marché à pied pour s'imprégner de l'ampleur des dégâts de la catastrophe naturelle de Nyiragongo. À bord d'une même voiture, conduite par Paul Kagame, les deux chefs d'État ont été ovationnés par les habitants de Rubavu. Les deux présidents ont terminé leur visite de travail à l'hôtel Serena où ils ont eu un tête-à-tête de près de 2 heures. Aucune déclaration n'a été faite à la presse à l'issue de cette entrevue, signalant que les deux chefs d'État ont convenu de s'adresser à la presse à l'issue d'une visite analogue ce samedi 26 juin 2021 à Goma, en République démocratique du Congo. Le président congolais a été accueilli par le ministre mozambicain des Affaires étrangères et son collègue du tourisme. Félix Tshisekedi participe à ce sommet extraordinaire de la SADC, exclusivement consacré à la situation sécuritaire marquée par les terrorismes islamistes imposés par les ADF-MTM dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, formellement identifiées comme étant la branche islamique province de l'Afrique centrale ISCAP, aussi que l'Est, la province de Cabo Delgado du Mozambique secouée par l'activiste terroriste du mouvement Antwer Al-Sunna, également membre de l'ISCAP. Le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, salue la participation à ce sommet du président de l'Union africaine Félix Tshisekedi et d'y suivre avec un grand intérêt la tenue de ce sommet réunissant près de 16 chefs d'État et de gouvernement membres de la communauté de développement de l'Afrique australe.
Ainsi, le CEPADO espère qu'à l'occasion de ce sommet, le chef d'État et de gouvernement regroupés au sein de la SADC conviendront d'une stratégie commune de mobilisation de leurs forces armées et de moyens afin d'une stratégie régionale du côté de la RDC et du Mozambique pour éradiquer de la région cette menace à la paix et à la sécurité du continent. Nous avons eu le directeur général de la SNEL depuis Kinshasa qui nous a assuré et qui nous a décrit pourquoi ce retard par rapport à ce groupe, tout simplement à cause du Covid. Et sous peu, il y aura une réparation par rapport à ce groupe et les autres transformateurs pourront ainsi être servis. Votre message, vos mémos, nous sommes en mesure de vous le dire que sous peu, la SNEL va essayer de résoudre tous les problèmes de Mwanda. Restez calme, nous avons besoin que Mwanda soit pacifié. Vous-même, vous vous rendez compte que toutes les semaines, il y a des grandes délégations ministérielles qui viennent à Mwanda. Nous avons examiné les problèmes qui se posent à Mwanda sur la fourniture de l'énergie électrique. Nous avons eu le DG au téléphone qui a promis sous peu qu'il y aura des solutions. Effectivement, puisque nous avons déjà un groupe qui est opérationnel à Mwanda et un deuxième groupe qui est en train d'être réparé par Perenco, la SNEL a déjà payé. Il y a un autre groupe, donc le troisième, qui sera également réparé par Perenco. Maintenant, il y a le nouveau groupe qui est là, qui posait problème de mise en service à cause de la Covid. Maintenant, le fournisseur va bientôt venir pour les essais de mise en service. Et tous ces groupes réunis feront qu'à Mwanda, nous aurons suffisamment d'énergie pour que nous puissions implanter de nouvelles cabines. Donc, il y a déjà le gouvernorat qui avait déjà donné 5 transformateurs. Et ces 5 transformateurs seront déployés pour qu'il y ait effectivement la lumière à Mwanda. Donc il y a de l'espoir. Nous demandons seulement à la population d'être calme. D'ici peu, ils verront l'énergie rayonner à Mwanda. Le président rwandais Paul Kagame ne croit pas aux crimes commis donc en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, en signant l'accord avec le président Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est pas marcher sur les sangs de mort dès lors que l'ONU confirme ces crimes contre l'humanité et Paul Kagame ne reconnaît pas ce crime. Je pense que le sang n'a pas de couleur. Le sang pour les Congolais, pour les Rwandais ou pour les Français demeure le sang. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que l'on puisse refuser d'accepter les morts de la République démocratique du Congo. Mais tout ce que nous pouvons dire, qu'il y a certes des antécédents entre la République démocratique du Congo et les Rwandais, cela ne fait pas de nous des ennemis. On peut trouver une passerelle de collaboration pour chercher... Une passerelle de collaboration. Bien sûr, pour chercher à trouver à ce que, une fois pour toutes, qu'on puisse avoir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Parce que la paix à l'est ne peut venir qu'avec une collaboration avec nos pays, voisins. Ça, c'est la première des choses. Et pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je pense qu'il dirige aujourd'hui l'organisation africaine. Et au nom de cela, il est censé multiplier les sorties et aussi les contacts avec tous ces présidents dans le but de rechercher la paix pour les intérêts avant tout de la population de la République démocratique
du Congo. Si déjà le Rwanda, les pays voisins de la République démocratique du Congo, son pays ne reconnaît pas qu'il y a eu massacre, et aujourd'hui Félix Tshisekedi va signer des accords avec le Rwanda, est-ce que vous pensez que le président Paul Kagame va faciliter vraiment le retour de la paix dans la République, dans la partie est de la RDC? Il a toujours dit, souvenons-nous, sous Kabila, il refusait et il n'acceptait jamais ce que l'on reprochait au Rwanda. C'est à nous de multiplier nos tactiques pour contourner ce que lui utilise comme ruse contre la République démocratique du Congo. Est-ce que vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord avec cette signature? Dès lors, le chef de l'État, le numéro 1 de la République démocratique du Congo, a signé. Et avant cette signature, il y a eu une étude qui a été faite avant la signature. Et tout Congolais se met derrière cette décision du chef de l'État. Et je le pense bien qu'il l'a fait pour les intérêts de la population de la République démocratique du Congo. Parlons de la province du Congo central. Le Congo central, aujourd'hui, vous avez suivi le président de l'Assemblée provinciale du Congo central s'est entretenu avec la SNEL. Aujourd'hui, le Congo central, toujours dans le noir, alors que le Congo central devait être l'une des provinces qui devrait avoir les courants 5 sur 5. Vous êtes élu député national de cette province. Est-ce que cette préoccupation de la population vous inquiète aussi? Ça nous inquiète et c'est fort malheureux de constater que la province du Congo central, qui regorge des potentialités électriques énormes, nous avons Inga 1, 2, 3, nous avons Akasangulu, nous avons Zongo et Sanga, mais la population croupit dans les noirs. C'est paradoxal. Et l'élément que nous venons de suivre, c'est le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Jean-Claude Vwemba, qui a reçu le mémo de la population de Mwanda, accompagné du chef du bureau de vente et services de Mwanda et des directeurs provinciaux de la SNEL, pour chercher à trouver des moyens d'améliorer la desserte en électricité. Mais ce n'est pas la première fois que les autorités du coin prennent langue avec la SNEL. C'est pour dire aussi le cas de Mwanda est pareil pour tous les 10 territoires de la province du Congo central et les 2 grandes villes. Comment avec Inga, Zongo, Sanga, nous devons voir des villages, des secteurs et des territoires entiers sans courant, pendant que le même barrage hydroélectrique fournisse le courant en dehors du Congo central et à l'extérieur du pays. Où se situe vraiment le problème? Et surtout que Perenco s'était même engagé lors du forum qu'il devrait s'impliquer pour que le courant puisse être 5 sur 5 dans cette province. Où se situe le problème? Perenco exploite à Mwanda. Si je dois parler de Mwanda, parce que Mwanda a une histoire par rapport à notre pays. La RDC exploite le pétrole à Mwanda. Et c'est grâce à ce pétrole que nous avons payé la dette extérieure jusqu'à arriver au point d'achèvement sous Mouzito. Et on ne pouvait pas laisser ces territoires de Mwanda dans cet état. C'est là où j'encourage l'initiative du président de l'Assemblée provinciale du Congo central qui vient au chevet de cette population de Mwanda, et cela va s'élargir dans tous les autres territoires et secteurs de la province du Congo central. Mais là où nous dénonçons que la SNEL qui devait le faire avec ses potentialités électriques ne parvient pas à les faire, premièrement, les responsables provinciaux a été saisi, pas seulement avec les mémos de Mwanda, mais les mémos de tous les autres territoires. C'est la seule province où les factures de l'électricité coûtent plus cher que la ville-province de Kinshasa. Et pourtant, ce sont des cités urbano-rurales de Kasangulu à Mwanda. Et pas seulement ça, avec Perenco à Mwanda, c'est une initiative privée, une société privée, on pouvait compenser, ne fût-ce qu'avec l'exploitation de l'énergie à gaz.
que Perenco devait commencer à produire sur place pour soulager les faiblesses de la SNEL. Dommage. Vous n'avez pas répondu à ma question. D'ailleurs, nous sommes presque arrivés à la fin. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi on n'a toujours pas le courant? Pourquoi la SNEL ne donne pas le courant à la population du Congo central? Moi, je dirais que c'est par mauvaise foi. Parce que si réellement on tenait compte des revendications de cette population par rapport à la desserte en électricité, je pense que ça devait être le premier territoire, le premier secteur et le premier village à être électrifié et à être aussi corrigé par rapport à la desserte en électricité. Si le problème est au niveau technique, mais il y a des instances pour la SNEL d'annoncer à l'autorité provinciale, l'exécutif ou à l'autorité de l'Assemblée provinciale qui devra répercuter ces informations au niveau des administrateurs des territoires et au niveau aussi de la hiérarchie de la SNEL pour trouver des solutions par rapport aux difficultés qu'ils trouvent en route pour pouvoir desserter, servir la population en électricité. Voilà, madame, messieurs, nous sommes pratiquement à la fin. Monsieur Belly Mampa, député national, en un mot, que peut-on retenir de votre étude scientifique sur la sécurité sociale parlementaire? En un mot. En un mot, je dirais qu'il faut essayer de penser à la vie des parlementaires pendant et après. Pendant et après. Et cela ne concerne pas seulement les députés en fonction, également les députés honoraires. Et c'est une pratique qui est déjà au niveau de notre pays, avec une inspiration de certains députés qui s'étaient retrouvés en 1988 en Europe, et ayant trouvé cette pratique au niveau de la France, on a ramené cela au niveau de la République démocratique. Est-ce que vous envisagez en faire une loi, une proposition de loi? La loi existe. La loi existe nous déjà. Envisageons compléter cette loi. À compléter. Avec cette étude, vous allez compléter. Ouais. Et ça sera fait quand? Et au courant de la session de septembre. Voilà, merci d'être passé dans ce magazine Info 7. Merci et c'est à moi de vous remercier. Madame, Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre rendez-vous de ce jour. Merci de nous avoir suivis, merci de nous être fidèles et surtout merci de nous faire toujours parvenir vos questions, vos préoccupations et merci toujours de manifester l'intérêt et la volonté de passer pour décortiquer l'actualité. Info 7, nous l'avions toujours dit, votre magazine Info 7, le magazine de Congo Web Télévision, Info 7, notre magazine. Merci, restez fidèles, au revoir.